L'un va avec l'autre. Oui. Nous étions arrivés depuis 2 ans quand nous avons rencontré Charles. Et durant ces 2 années, nous avions éprouvé une très très grande difficulté à nous situer par rapport à la société urbaine et aussi moi-même par rapport aux collègues que j'ai eus au lycée Gallieni où j'ai commencé à enseigner en octobre 66. J'ai eu l'impression de collègues qui étaient sur leur garde. Ils représentaient même pas un tiers de l'effectif au lycée Gallieni, qui était un lycée de garçons, où souvent ils avaient des conduites d'évitement et où il était très difficile de parler réellement de la situation de l'époque, qui était une situation très néocoloniale. Et la rencontre de Charles dans ce climat a été une chose tout à fait étonnante. Je dirais une espèce d'épreuve initiatique d'ailleurs. On ne s'en doutait pas tellement, mais c'était un peu ça. Nous étions invités chez une coopérante, on était un peu fatigués, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de monde, et nous sommes allés sur la varangue, le balcon, pour prendre un peu l'air, et là, il y avait quelqu'un qui était en train de fumer sa pipe, et qui s'est adressé à nous, on s'est présenté, et à ce moment-là, très rapidement, en quelques phrases, il s'est mis à nous parler d'Andrian Ampuini-Merne. Ça avait quelque chose d'un peu stupéfiant. C'était d'ailleurs un discours assez mystérieux. On s'est tu en se disant il faut accrocher, écoutons. Et puis on s'est rendu compte que c'était une sorte de discours circulaire, qu'il nous parlait de ce souverain et de l'histoire des rois, qui est un très gros recueil de traditions orales en même temps. Et on le connaissait mal. Il avait l'air de le connaître extrêmement bien, il le citait, et Andrian Ampuini-Merne avait l'air d'une espèce de contemporain. À la limite, on pouvait se demander s'il n'attendait pas de lui qu'il émette des propositions sur la situation de Madagascar à l'époque. Alors j'y ai beaucoup réfléchi depuis, et au fond c'est Paul Ottino qui m'a éclairé là-dessus. Je voudrais citer un petit morceau d'Ottino qui est très révélateur. C'était des paroles obscures, sans articulation logique, et il n'y avait pas de déroulement du récit, mais il y avait enroulement. Or, Paul Ottino a écrit sur ce qu'il appelle le discours tangentiel, qui est un discours hérité de l'Indonésie, et maintenant je reconnais que ce premier échange se situait à l'intérieur de ce discours tangentiel et beaucoup d'autres dans la suite. Et Paul écrit « Discours déconcertant qui ne fait qu'effleurer un instant par touches fugaces, tout juste suffisamment pour éveiller un écho ce dont il traite, que l'on appréhende mal, mais dont on devine intuitivement l'importance. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous nous sommes dit, voilà quelqu'un qui a des choses très originales à dire, et qui tient à nous les dire, et pourquoi. Oui, c'est ce que j'avais demandé. Pourquoi? Est-ce qu'il il vous avait plus ou moins repéré déjà à l'avance? Il savait que tu étais dans l'histoire et comment a-t-il choisi de parler comme ça? Je pense que cette invitation le mettait un peu mal à l'aise. Oui. Il avait envie de se retirer un peu de cette assemblée bruyante et très française. Et au fond, il est possible qu'il ait essayé sur nous quelque chose qu'il a essayé auprès d'un certain nombre d'autres interlocuteurs éventuels. Et puis c'est passé, et nous l'avons considéré comme un passeur. Depuis ce jour-là, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait quelque chose d'assez dangereux, parce qu'il risquait d'être stigmatisé par une bonne partie de la société bourgeoise de l'époque, en tant que cherchant à s'adresser à des Vasas, à des Européens fraîchement arrivés, coopérant de surcroît, sur sa propre culture. Ce n'était pas bien vu. Ce n'était pas bien vu par les Malgaches. Par ses compatriotes. Oui, par ses compatriotes, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il cherchait?
Alors, je suis entrée à l'université ensuite en histoire en octobre 68, donc je l'ai eu comme collègue. Et nous avions déjà passé un an à échanger sur l'histoire de Madagascar. Et je lui ai dit, je vais être chargée dans l'année qui vient d'enseigner sur le 19e siècle et le 20e siècle malgache. Je lui ai dit, c'est une grosse responsabilité, ça m'impressionne. J'apprenais le malgache parallèlement, mais c'est une langue difficile. Et je lui ai dit, je ne vois pas comment je vais me comporter à l'égard de cet auditoire qui est si singulier, car en fac des lettres, il y avait encore, à l'époque, moitié de français pour moitié de malgache. Et les Français étaient souvent, sans tellement se rendre compte, très visibles, occupant les premiers rangs, et puis deux espaces de rangs vides, et puis les malgaches qui occupaient le reste de la salle. Et quand on voyait ça du tableau, c'était troublant, pour le moins. Donc j'ai dit, je voudrais au moins pourvoir pour les travaux dirigés, donner les textes en français, bien sûr, mais les donner aussi parallèlement en malgache, et faire une majorité de textes d'origine malgache. Est-ce que tu peux m'aider ? Alors, il a réfléchi, il m'a pas donné sa réponse tout de suite, et puis il m'a dit, écoute, on va aller voir mon père, il a du temps plus que moi, et je pense qu'il pourra s'occuper de toi. Alors, il m'avait parlé de son père à plusieurs reprises, Alphonse Ravozanar, et je savais que son père avait eu la responsabilité d'une librairie qui sortait un journal Libre Penseur sous le gouverneur Augagneur dans les années 1905-1910 en gros, que le journal était lié à des francs-maçons, que son père ensuite avait fait un retour vers l'église protestante, qu'il était un auteur de romans, de nouvelles. Et je ne savais pas plus, mais je savais qu'il était très âgé. Je pense que déjà, il devait être au tournant de ses 80 ans. Et donc, j'étais très impressionnée. C'était très rare de dire son passage chez les libres penseurs, avant qu'il ne devienne lui-même pasteur, qui revienne au protestantisme. Vous n'allez jamais parler de sa vie à lui. Jamais. Alors, je savais tout ça, mais je n'en parlais pas. Et je crois que c'est parce que au lycée, j'ai dit quelques mots à un collègue lors de la première célébration de l'anniversaire de 1947, c'est-à-dire en 1967. J'ai dit quelques mots à un collègue historien. Je lui ai dit, je sais que votre famille a été très nationaliste et je pense que pour vous, c'est un seuil important qu'on célèbre cet anniversaire. Il m'a fait savoir ensuite, par un détour complexe, qu'il ne voulait absolument pas parler de ça. Et alors ça m'a un peu douchée. Ah oui, bien sûr. Et je me suis dit, mais au fond, de quoi tu te mêles? Tu ne sais pas où tu mets les pieds. Et je me suis dit, c'est la même chose. Ce vieux monsieur, si je lui parle de son passé de libre penseur, il va se demander d'où je tiens ça. Et au fond, comment je me situe moi-même. Donc, je n'ai rien dit. Et quand on pense à ça, on se dit que c'est dommage, évidemment, en un sens. C'est dommage, il en aurait peut-être parlé, sans doute, au bout d'un an, il en aurait peut-être parlé. Mais bon, c'était pour un but bien précis, et c'était peut-être mieux comme ça. Oui. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Je sais pas. Parce que je sais qu'il en parlait, et qu'il parlait beaucoup avec ma mère, par contre. Ah oui. Y compris de choses très difficiles, comme sa foi, par exemple. Oui, sa période de libre penseur. Je sais qu'il discutait énormément. Oui. Puisque papa disait, oh là là, je ne sais pas, ils sont tous les deux ensemble, ils discutent, et moi, je ne fais pas partie de ces discussions. C'était un homme âgé, Âgé, oui, que je ne voulais pas déranger non plus, qui faisait pour moi un effort évident. Oui. C'est vrai. Bon, c'était quelque chose qu'il avait essayé à plusieurs reprises et qui n'avait peut-être pas été capté. Je pense, oui, je pense. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était un homme subtil et il faisait comme ça des essais. Et
Il amorçait des thèmes. J'ai eu un type de rapport intellectuel avec lui très singulier, parce que on a l'habitude de faire des grandes tirades idéologiques, je dirais, quand on est français. Et c'était pas du tout son genre. C'est-à-dire que il tâtait le terrain, il mettait son interlocuteur en route, il le mettait en chemin, il amorçait quelque chose. Tu pourrais peut-être chercher dans cette direction-là. Il initiait une démarche. Et je pense que ça correspondait d'ailleurs à quelque chose chez lui. C'est le goût du braconnage intellectuel, je dirais. C'est-à-dire ouvrir des livres, se faire une idée comme ça, être un fouineur sans arrêt, ouvrir des tas de revues, ouvrir des tas de vieux journaux. Et je le perçois très bien comme un ancien Paul Minot. À cause de ce mode de fonctionnement. Voilà, parce que Paul Minot, c'était un collège protestant secondaire très singulier. Bon, il a formé des esprits très libres, du fait qu'il y avait très peu d'enseignants. Les élèves trouvaient au début de chaque semaine le planning de la semaine sur la porte de leur classe et ce qu'il fallait lire. Et puis, il n'y avait presque pas d'enseignants, mais en quelque sorte, les enseignants jouaient un peu le rôle de tuteur à plusieurs moments dans la semaine. Et ça a formé des gens capables d'initiative. Et je crois que au fond, Charles aimait bien qu'on ait le maximum d'initiative soi-même. Et puis aussi, il se disait, ces vasas, qui ont de telles richesses, voyons s'ils sont capables de faire un bout de chemin. Voilà. Bon, ils ont l'habitude des bibliothèques, ils ont tout un capital de savoir. Voyons s'ils seront capables. Alors, c'était au fond une sorte de défi et de joute. Et cette joute était plaisante. C'est-à-dire que on se posait des questions, je m'en posais, je lui en posais, mais il s'en posait aussi devant moi. Et je me rappelle une fois devant la gare d'Issoire, comme ça, où je devais le remonter en voiture sur les plateaux du Livradois. Et tout d'un coup, il m'a posé une question qui était pleine d'intérêt. Il m'a dit, je me pose cette question depuis 20 ans, et qu'est-ce que tu en penses? Et alors, c'était amusant comme tout, parce que, au fond, on ne voyait pas un homme barricadé dans sa culture. On voyait quelqu'un qui ne cessait d'interroger son propre capital culturel et ce qu'il avait essayé aussi de redécouvrir. Alors, c'était fantastique, ça. Alors, il n'était pas dogmatique. À mon avis, c'était très rare que papa emmenait des Français, de surcroît, voir son père. Je pense qu'il en ait parlé. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que la plupart de nos amis protégeaient leurs parents. Ils pensaient que leurs parents en avaient assez bavé sous la colonisation pour ne pas recommencer des rencontres qui n'étaient pas forcément positives du tout avec les coopérants qui arrivaient. Et donc je suis arrivée, moi, très intimidée, dans la maison qui se trouve à côté de Paul Minot, disons pas très loin de Paul Minot, un peu en dessous de Paul Minot, en Haute-Ville. Et j'ai attendu au rez-de-chaussée, ça se passait d'ailleurs après, chaque fois comme ça, j'attendais au rez-de-chaussée, il se préparait, il mettait sa belle robe de chambre, il était lui-même, je pense, assez impressionné, on se saluait. Oui. On montait au premier étage, où il y avait un petit bureau qui ne contenait plus beaucoup de livres, parce que je pense que Charles en avait emporté une grande partie. Et là, on s'asseyait, chacun d'un côté de la table, et on lisait le texte malgache, et il m'expliquait les points sur lesquels je butais. Et à la fin de l'entretien, je savais que je pourrais répondre aux questions que pourraient poser les étudiants. Et donc, je ferai une sorte de va-et-vient entre la version malgache et la version française du texte. Voilà. Mais évidemment, c'était risqué, j'agissais souvent 48 heures d'avance. Et j'étais toujours impressionnée par ces cours. C'était quelque chose de difficile, à mon avis, de travailler, à apporter
à ces étudiants qui n'avaient jamais fait d'histoire de Madagascar pendant leur secondaire, ou pour ainsi dire pas, et pour leur apporter l'histoire de leur pays, de leur passé. C'est une situation paradoxale. Et combien de temps ça a duré avec Alphonse Ravadanar? Bon, je pense qu'on a dû travailler 1 an et demi à peu près. Puis après, j'ai été à peu près capable de me débrouiller. Je demandais de temps en temps un conseil à Charles dans les couloirs. Mais j'étais à peu près capable de faire face. Et vous n'avez jamais pu dire? Ah, sûrement, oui, sûrement. Oui. Parce que les étudiants étaient habitués à recevoir de manière assez passive dans le secondaire. Ceux qui faisaient lettres malgaches étaient des gens courageux, car la licence de lettres malgaches n'était pas une licence qui puisse servir dans beaucoup d'endroits. C'était une licence libre hors de Madagascar. Et même à Madagascar, après tout, le malgache n'était même pas nécessaire pour passer des concours administratifs. Voilà. Donc ça prouvait déjà qu'on était motivé. Mais malgré cela, les étudiants trouvaient déconcertant. Alors, j'ai essayé de comprendre, de poser des questions à droite à gauche, parce que moi, je n'ai jamais suivi un cours. Donc, on m'a dit que il avait un parler un peu paysan, avec des expressions inattendues chez un homme de bonne bourgeoisie urbaine. Ensuite, des mots archaïques. Et je pense que l'archaïsme, c'est le XVIIIe siècle. Il aimait beaucoup cette époque, fin XVIIIe, début XIXe. Ensuite, il ne préparait pas de notes pour ses cours. Et c'était un homme situé sans arrêt entre l'écrit et l'oral et qui allait d'un à l'autre. Alors, les étudiants étaient un peu surpris qu'il n'apporte pas de notes. D'ailleurs, il circulait dans les couloirs avec un tout petit cartable de cuir fin, très joli, mais dans lequel on n'aurait pas pu mettre un morceau de bouquin, ni de notes. Et donc, des étudiants étaient déconcertés parce qu'ils ne comprenaient pas tout ce qu'il disait en malgache. Et d'autres trouvaient quand même qu'on n'est pas un professeur sérieux si on n'accumule pas des notes sur son bureau. Alors, quelquefois, il prenait la précaution d'apporter quand même quelques notes pour faire sérieux. Et les étudiants lui disaient « Ah, mais c'était mieux la dernière fois quand vous n'aviez pas vos notes. Vous êtes le nez dans vos notes, là, trop. » Alors, bon, voilà. Et ces grands thèmes, c'était les kabars, les discours d'Andriana Pouenimerne. C'était son sujet de thèse, puisqu'il faisait sa thèse sur les 7 versions du testament d'Andriana Pouenimerne. C'était la manière dont celui-ci avait refondé les rapports sociaux en Imerne, dont il prévoyait l'intégration des zones de la périphérie de l'Imerne à l'intérieur des hautes terres, et dont il dialoguait avec la population. Voilà. Parce que je pense que pour lui, c'était une espèce de canevas politique. Alors, c'était extraordinairement intéressant de causer avec lui parce qu'il y avait beaucoup de légèreté dans tout ça. C'était un plaisir, c'était au fond entrer dans une sorte de forêt enchantée. Et aussi, je crois que ce que j'en ai tiré, moi, c'est le souvenir de ce plaisir, et c'est aussi la très forte séduction de la culture malgache. C'est-à-dire qu'il s'est fait en quelque sorte le passeur de cette culture d'une manière extraordinairement séduisante. Et ceci accompagné d'une grande confiance à mon égard, je pense, je l'ai senti à plusieurs reprises. Au fond, j'ai toujours travaillé sous son patronage, en quelque sorte, ensuite. Pendant des années, en particulier pendant des années où je ne suis pas allée à Madagascar. Je n'y suis pas allée, en gros, entre 75 et 83, ce qui est très long. J'ai fait l'essentiel de la rédaction de ma thèse dans cette phase-là. Et j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois quand il passait à Paris. Mais j'ai travaillé avec une très grande énergie qui venait de ces moments privilégiés, au fond.
de ces moments où, avec lui et avec un nombre limité de gens, il faut bien le dire, on a pu parler culture. Voilà. Malgache, peut-être même à cette époque-là, de faire passer un certain nombre de choses par une Française, par exemple. Comme toi, est-ce que c'est quelque chose qui a peut-être suscité, je dirais pas de la jalousie, je dirais presque de l'agressivité, peut-être quelquefois. Ah, oui, il était Est-ce prudent, il était toujours très prudent. Dans les couloirs de la fac, il passait assez rapidement. Et c'était plutôt quand il venait chez nous, quand on Oui. allait chez lui Mhm. travailler, que on avait ces moments d'entretien où, je le répète, il ouvrait des pistes, voilà, en attendant qu'on fasse l'effort ensuite de son côté et qu'on ait l'intuition aussi, voilà. Je pense que ce n'était pas bien vu. Il me semble que, par exemple, du côté de la structure de sommet de la KFM, ça n'a pas été bien vu. Il a quitté la KFM pour un ensemble de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est complexe, mais on lui reprochait entre autres ses relations larges avec des Européens. Son mariage apparaissait déjà comme un des tout premiers mariages qui s'était fait avec une Française, de gens de sa génération. Et il apparaissait comme ne marchant pas avec cette sorte de raidissement aigri qui était visible chez tant de gens. Oui, je crois qu'il ne le partageait pas. Je crois qu'il y avait chez lui beaucoup d'admiration pour des gens comme Ralai Mung, c'est-à-dire des gens qui avaient l'esprit universaliste, ouvert, qui pensaient que des valeurs pouvaient être partagées. Ralai Mung avait d'ailleurs une épouse française aussi, et je crois que il y avait chez lui le désir de faire reconnaître la culture malgache par ses collègues. Et c'est une question. Il était très profondément ancré. Il ne Oui. se sentait pas menacé. Pas du tout par menacé. l'intrusion d'une autre culture. Et au contraire, Voilà. c'était quelqu'un qui... Oui, j'ai souvent pensé avec lui. J'ai même pensé en faire un article à un moment dans un livre qui n'était pas très historique, mais qui rassemblait des souvenirs. J'ai pensé à lui en termes d'Umbiash. Je pense qu'il remplit exactement le rôle d'un Umbiash à ce moment-là à l'université. C'est-à-dire quelqu'un qui est très bien dans sa culture et qui pense sans arrêt à ce que peut apporter la culture de l'autre et qui se sent pas menacé et qui espère bien que ce qu'il dit sera compris en face et qui est prêt aussi à écouter ce qui se dit en face, qui a beaucoup lu. Il avait beaucoup lu d'auteurs français extrêmement variés, d'auteurs anglais traduits aussi. Et il n'y avait pas de repli culturel, pas du tout. Et c'était peut-être ce qui déroutait aussi ses compatriotes. Hein. C'est quelque chose que j'ai pu ressentir. Oui, il y avait une certaine xénophobie chez certains à l'époque. C'est clair. Oui. Comment, d'après toi, il a accumulé cette... parce qu'il avait une grande bibliothèque, tu en parlais tout à l'heure. Comment il a accumulé ce savoir très divers, je dirais, oui. aussi, toujours... Enfin, comme tu disais, cette espèce de contradiction qu'il y avait entre son aspect physique, très moderne, je dirais, très... comme ça, jeune, et puis en même temps, cette façon qu'il avait de se mettre dans des vieux livres, de creuser toujours ce sillon, de... Voilà, il approchait de la cinquantaine quand nous l'avons connu. Alors, c'était quelqu'un qui circulait en col roulé et veste de velours, toujours. Donc, il avait un léger cartable, des lunettes de soleil et une espèce d'aisance physique qui était très plaisante. Voilà, et je crois que c'était assez surprenant quand on se rendait compte qu'en fait, il avait passé énormément de temps dans les bibliothèques ou dans des familles où il savait pouvoir trouver de vieux journaux
Alors, la plupart du temps, il ne dévoilait pas ses sources. Et on se rendait compte que chez lui, il y avait une bibliothèque d'une ampleur considérable. Et qu'il avait d'abord de vieux livres de l'époque de la LMS, qui étaient sortis dans les années 1840, 1860, une grosse bibliothèque d'origine anglaise. Ensuite, il avait toutes les revues protestantes qui contenaient, saucissonnées en petits fragments, des morceaux très importants d'histoire ou de littérature en malgache. Alors par exemple, le Mpandinka, le Mpanulutsaina, et ces revues étaient sorties soit par la LMS, soit par les luthériens, soit par la mission protestante française, et donc il y avait des mines là-dedans. Seulement on ne les découvrait qu'au terme d'un cheminement harassant, au milieu de sermons, de propos religieux, très plats souvent, et donc il fallait du courage, voilà. Alors il avait jalonné absolument tout ça. Et il avait ça dans la tête, donc il disait, écoute, je crois que tu pourrais avoir la réponse à tes problèmes, regarde le Mpandinika vers telle époque, etc. Bon. Et même, il avait fait des greniers de maisons de campagne où les rats étaient en train de dévorer des choses très intéressantes. Un jour, il m'a dit, tu sais, une version très originale de la succession de Radam Ier, on la trouve dans Faneva. C'est des articles de Jean-Wilfried Radzobel, j'avais jamais entendu parler de lui. Ne confonds pas avec l'autre Radzobel qui ne porte pas les mêmes prénoms. Je peux te passer ça, éventuellement. Bon, mais c'était à moi de faire le travail en malgache ensuite, et effectivement, c'était extrêmement intéressant. Donc, on se rendait compte que il avait plusieurs types de cultures empilées les unes sur les autres en strates. Il y avait d'abord, indiscutablement, sa famille, son enracinement familial. Un Anjin qui avait épousé une Ouve, Tsimaafutsi, d'Ambuimang. Et sa mère était morte très tôt, ça il en parlait très souvent. Je crois que c'était à 7 ans qu'il avait perdu sa mère, elle était morte de la peste. Absolument. Et ça, je crois que ça a été un vrai traumatisme. Il était le 7e enfant d'une famille de 8, tu sais ça mieux que moi. Et je crois que d'être un cadet, c'était aussi quelque chose d'intéressant. Parce que un aîné aurait probablement été beaucoup plus lié par le sens du secret, le poids des charges d'honneur, la responsabilité de la parole. Et au fond, Charles, il parlait un peu comme un cadet qui n'a pas peur. Questionne. Voilà, qui questionne, etc. Voilà. Et son aîné était très impressionnant. À l'enterrement du père, donc à l'enterrement d'Alphonse, j'ai vu l'aîné pour la première fois et je me suis dit, quel homme extraordinaire et quel poids. Terrible, terrible. Il avait une figure qui rappelait tout à fait, sous les cheveux blancs, et la figure grave, les traits qui bougeaient très peu. Il avait absolument la figure des premières photos par hélice des gens des années 1840, 50, 50. Voilà, c'était extraordinaire. Bon. Ah oui, c'était quelqu'un d'impressionnant. Impressionnant. Très raide, très rigide. Oui. D'une rigidité qui nous faisait peur à nous. Ah, sûrement. Très intimidant. Donc, je pense qu'il y avait déjà cet enracinement qui était très précieux. Ensuite, à plusieurs reprises, il m'a dit, est-ce que tu te rends compte de la chance qu'a eu mon père? Il a connu Andjia Mifid. Or, Andjia Mifid, ça a été le ministre des Affaires étrangères de la royauté finissante, juste avant la colonisation. Il est devenu pasteur ensuite d'un des grands temples de la ville, où il s'est rétabli, position. Et Andjia Mifid était un véritable érudit. Il avait beaucoup appris au père Calais, qui a été
le compilateur et l'organisateur des Tantarani Anjin de l'histoire des rois. Et il s'était fait taper sur les doigts à l'époque par plusieurs vieux ouves, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui ne voulaient pas qu'on communique la culture aux étrangers. C'est toujours un peu le même problème. Toujours. Voilà. Et alors il me disait, rends-toi compte, mon père a connu Anji Amifid. Il l'a entendu parler au temple, etc. Et Anji Amifid lui-même, son père Anji Amanaref, avait connu Anji Alampouinimerm. Voilà. Il avait été compagnon du roi. Alors, on se rendait très bien compte que Charles avait une vision encore d'homme de l'oralité, pour lequel il y a des relais. Et ces relais passent par des gens très précis. Ils passent pas tellement par des textes, encore que ce soit un très fin connaisseur des textes, mais il attachait beaucoup d'importance aux personnes. Et donc, à la limite, on pourrait se dire, il a cherché aussi, parmi ses étudiants malgaches, parfois parmi des amis français, il a cherché d'autres relais. Et je connais plusieurs de ces étudiants malgaches dans lesquels il avait grand espoir pour être cela, un relais. Voilà. Alors il donc se vivait lui-même comme un relais. Donc. Tout à fait. Tout à fait. Donc il avait cet héritage de lieux, cet héritage de gens, et puis je pense aussi que à travers les journaux, il ne cessait d'augmenter son capital culturel. Et ses moyens pour transmettre ça, c'était les cours, c'était des polycopiés qu'il a fait par exemple sur les poètes de la période tournant autour de la VVS, tout un courant littéraire intellectuel protestant qui était romantiquement nationaliste. La plupart de ces jeunes ont été mis en tôle pour un temps très long quand ils n'ont pas été exilés aux Comores. Ils ont beaucoup souffert aux Comores, qui sont si différentes de Madagascar. Et ils ont écrit des poèmes, et donc Charles connaissait très bien tout ce milieu. Et en particulier, il connaissait très bien Nihavana, Ramanantwanim, et il a écrit beaucoup dans des journaux à la manière des Malgaches de la période coloniale. Il ne faisait que continuer au fond le mouvement d'expression des Malgaches sous la période coloniale qui écrivaient dans des journaux protestants qui leur réservaient des créneaux, numéro après numéro. Alors par exemple, il a sorti son cours dans Fanachn en 1968, une grande partie de l'année de Fanachn est occupée par une demi-page de Charles sur la littérature de ces années. Et puis l'autre mouvement qui l'intéressait beaucoup, c'est ce qu'on appelle Mitadi Niveri, c'est-à-dire rechercher ce qui était perdu. Autrement dit, un mouvement de réappréhension de la culture précoloniale ou de la première génération coloniale, et qu'on pourrait comparer un petit peu à tout ce travail qu'ont fait les Tchèques, les Hongrois par rapport à leurs racines pour promouvoir leur culture dans les années 1848-1914. Et Charles aimait beaucoup ce mouvement, il l'étudiait avec passion. Et alors j'entendais parler de temps en temps de gens que je ne connaissais pas et que j'ai retrouvés depuis dans les archives et puis dans les travaux de Soulou Frandrians sur cette période, c'est-à-dire Jasmine Ratzimisset, Angie Anzafitrim, toute une série de personnages qu'il connaissait intimement. Il en possédait chez lui des coupures de journaux aussi, des années 1905-1915 par exemple. Il avait ça relié dans des petits coins ou... Parce que je me souviens de son bureau, c'était une montagne de désordre dans lesquels il fallait surtout pas s'immiscer. Mais à vrai dire, je ne sais pas, parce que je crois qu'il allait beaucoup aux archives. Les journaux se trouvaient aux archives. Quelquefois, il avait pu acheter les numéros. Mais
c'est plutôt aux archives qu'il avait trouvé Travailler. ça. Ouais. Donc ça impliquait qu'il y aille très régulièrement. Et il recopiait, il rapportait des textes et il les présentait aux étudiants. J'ai retrouvé quelques fiches.